Elle est bonne, sa paire. Et ben voilà, on y est. Deuxième épisode d'Elle est bonne, sa paire pour cette saison. Un petit avec les bagues, ça passe toujours. Voilà, les gars. On aime bien ça. Elle est bonne, sa paire, le retour. Merci pour vos retours déjà sur la première émission. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, c'est un dossier qu'on va ouvrir avec l'équipe, même équipe que la semaine dernière. Camille est toujours là. Voilà, la première participation a été validée, donc on s'est dit, on la garde. Monsieur Clems. Toujours là. On vous appelle toujours monsieur dans la rue? Ouais. On le monsieur, maintenant c'est ça. On va commencer. Ça va commencer. C'est bien monsieur quand même. Monsieur, bonjour. Vous êtes monsieur Clems. On va partir là-dessus. Monsieur Clems. Et puis évidemment notre grand bavardeur favori, Sega, pour une émission spéciale tennis aujourd'hui. Je fais bien le tennis ou pas? Ouais. Vous n'avez pas trop répété ce T'es meilleur geste. DJ Parce que les gens, ils ont... Ouais, j'espère. T'es meilleur DJ que boxeur, quoi. J'espère. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années, on disait pas sneakers, on disait tennis. Va mettre ta paire de tennis. On va faire du sport. Toujours une mise en situation stressante. On se projette tout de suite. C'est ça, voilà. Là, on est dans le thème direct, t'es dedans. Et on a l'impression qu'il y a un retour du sport, tennis. Le tennis n'est jamais parti. Jamais parti. Ah, La ça joue au tennis n'est jamais... Non. La tennis non plus. La tennis non plus, mais il y a peut-être un truc qui se passe en ce moment. On parle de Kiss, qui fait une collab avec Wilson. Wilson, qui est une marque qui fait pas que du tennis, mais... qui est connu pour ça, en tout cas. Mais connu beaucoup pour ça. Enfin, aux États-Unis, c'est différent. Ils sont sur le baseball, ils sont sur le basket, aussi sur le football américain, je crois, un petit peu. Ouais. Il y a pas mal de trucs qui se passent. On va essayer de répondre donc à cette question. Est-ce qu'il y a un retour de la tennis ou est-ce qu'elle est jamais partie? On va essayer de poser des questions quand même. On s'interroge sur les choses ici. C'est quoi l'origine d'ailleurs de la chaussure de tennis? Qui veut se lancer là-dessus? Clem, La première sneaker tennis. Je sens que t'es chaud. Et la l'œil qui brille. En fait, le tennis déjà est un sport qui est joué depuis très longtemps, parce que ça a commencé bien avant le XXe siècle, même au XIXe siècle, donc ça fait longtemps qu'on joue au tennis. À l'époque des raquettes en bois. Exactement. Et à l'époque des raquettes en bois, ce qu'elle allait avec, c'était les chaussures en toile et en caoutchouc. Donc c'était des paires toutes simples qui étaient dédiées un peu à faire du sport en général. En fait, c'était pas dédié au tennis. Ensuite, il y a eu des marques qui se sont intéressées à faire du tennis directement. On parle de Keds notamment, qui était un peu la première paire à proposer un modèle plus adapté au tennis. T'as eu Superga aussi, hein. On oublie, mais Superga. Là, on est dans les années 30, 20-30. Dans ces eaux-là. En fait, c'est Bief Goodrich, si je ne me trompe pas, qui a créé la semelle vulcanisée, en fait, qui était une évolution de la semelle en caoutchouc, mais qui donnait un peu plus de rigidité, un peu plus de résistance dans le temps et un peu plus de rigidité, d'adhérence. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à développer des chaussures pour la pratique sportive. Donc voilà, c'est arrivé de là. Ensuite, ils ont donné un pro modèle à Jack Purcell, qui était un joueur de badminton. Et ensuite, quelques années plus tard, Converse a racheté cette licence et a continué à faire ce modèle-là, mais en fait, c'est pas Converse qui a créé Jack Purcell. Voilà, en gros, c'était un petit peu tout ça pour commencer. Mais c'était, en gros, il y avait très peu de choix, en fait. Il y avait très peu d'options pour jouer au tennis. Et justement, c'est monsieur Stan Smith qui le disait lui-même. C'est qui Stan Smith? C'est un joueur de tennis américain. Qui a joué dans les années 60 et 70, qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné 2 tournois du Grand Chelem. Enfin, c'était un excellent joueur de tennis, au-delà d'une paire de chaussures. Et il le disait lui-même, en fait, avant de signer avec Adidas, en fait, il y a tellement peu de choix qu'en fait, les joueurs de tennis ne se posaient pas la question de leurs chaussures, en fait. Ils pouvaient se poser la question de leur raquette, etc. Mais leurs chaussures, pour eux, c'était pas un point de discussion, quoi. Ils prenaient ce qui leur tombait sous la main et ils y allaient. On n'avait pas compris que ça pouvait aider à la perf. C'est ça. Mais c'est justement, il y a eu la semelle vulcanisée qui a été une première évolution, mais qui a été la seule évolution pendant très longtemps. Et la Stan Smith a été justement un peu la première révolution technologique, même si pour nous ça nous paraît hyper simple et hyper léger en termes de technologie. Le fait d'introduire du cuir sur une chaussure de tennis était une révolution. Avant, c'était que de la toile. Et donc là, le cuir donnait de la rigidité, donnait de la résistance, donnait plein de choses qui étaient intéressantes pour jouer au tennis, quoi. Donc justement, on parle de la Stan Smith. C'est quoi son histoire et comment elle a évolué cette paire? La Stan Smith,
À la base, ça s'appelait pas la Stan Smith déjà. Elle était développée pour un joueur français à la base. Robert Hayet, qui était un grand joueur français. On lui a donc proposé cette paire-là avec son nom et avec sa tête dessus en 64. Le seul souci, c'est que c'était une grosse évolution technologique, donc un vrai plus pour les joueurs de tennis. Mais ce joueur a pris sa retraite 1 an après. Et donc forcément, ils avaient envie de continuer à faire vivre le produit. Et mais donc, elle a existé en 64. avec Robert Hayet. avec son nom dessus. Ouais. Avant, c'était J'ai vu, j'ai même eu sous le nez les versions d'époque avec une espèce de semelle presque un peu crêpe justement pour certaines surfaces avec écrit Robert Hayet sur les côtés. Et c'est cool. C'est chante. Ouais, c'est trop fort. Il y a le ventre de Camille qui chante. Ouais, si vous entendez des Depuis petites notes tout à comme ça, l'heure, ça chante un peu. Et ouais, donc c'était fait pour un joueur français à la base. Et en fait, Adidas avait besoin de faire vivre ce produit. Et en fait, à l'époque, quand on sortait un nouveau modèle, c'était pas pour que dans 6 mois, on passe à autre chose. Donc il fallait vraiment le faire vivre. Ils ont cherché une bonne personne pour endosser le nom de cette paire. Et Ils ont bien vérifié qu'il n'allait pas prendre sa retraite. Voilà. Ils ont pris Stan Smith. Et en fait, ça a pris du temps, parce qu'en vrai, il a commencé à jouer dès 65 avec, mais elle a pris son nom qu'en 71. Donc ça a pris vraiment du temps. Ils ont voulu installer le truc. Et aujourd'hui, on connaît ce que c'est. Enfin, c'est une paire qui a quasiment 60 ans aujourd'hui, qu'on porte encore dans la rue. Voilà. Et pour la petite histoire, j'ai eu le plaisir de rencontrer Stan Smith à quelques reprises et d'échanger un peu avec lui. Et son propre fils, quand il était assez petit, lui a dit « Mais papa, tu t'appelles comme ça par rapport à la paire ou c'est la paire qui s'appelle comme ça par rapport à toi ?» Tellement, même pour lui, son propre fils, la Stan Smith, c'est tellement une icône et tellement un objet énorme qu'il ne savait pas si c'était qui avait la primeur, quoi, de l'œuf ou de la poule, qui était le premier, quoi. Et donc voilà, donc 60 ans plus tard, on la porte encore. Elle a des évolutions d'ailleurs, diverses et variées, on va dire. Les avis sont partagés. Là, c'est on peut le dire. Là, on est sur la version écolo. Écolo. C'est ça, donc fait avec du polyester recyclé, etc. Mais c'est bien. T'as senti, tu sais, le ton qu'il employait Très morne. Non, on va dire que c'est pas l'évolution qui est la plus réussie, pour rester soft. Mais bon, ça reste quand même la Stan Smith et ils savent très bien qu'en ressortant la paire, ils prennent entre guillemets pas trop de risques. Puisque comme tu l'expliquais très bien, c'est une paire qui est portée par tout le monde, quoi. Par un mec, t'as un style casual, tu peux la mettre, t'as un style street, tu peux la mettre, t'as un mec fashion, tu peux la mettre, t'as un mec costard cravate, tu peux la mettre. Donc voilà, quoi. Après celui-ci, c'est pas la version la plus réussie, mais c'est parce que le matériau change et forcément ça désarçonne. Mais la démarche est belle. La démarche est co-responsable, c'est bien important. sûr. Il fallait passer par là à un moment ou à un autre, alors peut-être qu'il y aura des versions différentes. Mais je pense qu'ils vont s'améliorer aussi, surtout. Puis du coup, elle sera adoptée par peut-être du coup un autre public. Moi, je pense qu'elle est même pas pour nous. Comme dans les années 90, c'était le hip-hop qui se l'était approprié, etc. Voilà, c'est à chaque génération, je pense. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'elle est pas pour nous, qui sommes un peu plus avancés en termes d'âge. Non, mais c'est vrai. Excuse-moi, je suis pas si vite que ça. Déjà, on va se calmer, d'accord? Nous, il parle du canapé. Parce que nous, on n'est pas vraiment la même. Nous, on est des jeunes. Mais en revanche, les plus jeunes sont déjà dedans, tu vois. Ouais. On a tous entendu l'histoire de l'enfant, du neveu, de la nièce qui t'engueule quand tu mets le papier au mauvais endroit, quoi, tu vois. Donc je pense que cette paire s'adresse plus à ce type de clientèle. Est-ce qu'il y a un âge, non? Enfin, je sais pas, aujourd'hui, la Stan, elle est... Non, la Stan, aujourd'hui, elle est vraiment intemporelle. Mais comme on disait, elle a traversé différemment les époques. Et ouais, comme je disais, chaque génération son étendard, je pense. Tu vois. Ouais. Là, il y a vachement de jeunes qui sont justement engagés dans une démarche écolo et environnementale. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir faire en sorte que les autres générations s'y intéressent aussi. Et je trouve ça cool que des marques aussi grosses qu'Adidas prennent ce tournant-là qui est hyper important aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est l'une des paires de tennis la plus vendue au monde ou pas? C'est celle-là. C'est la paire de tennis la plus vendue au monde. Clairement, ouais. Et toutes les autres, entre guillemets, on fait pas le figure. On pense à la Arthur Ashe de Coq Sportif qui est un peu dans le même esprit. Ça n'a pas eu le même écho définitivement, tu vois. La Jack Purcell, on en parlait tout à l'heure. Mais plutôt, moi j'adore. C'est plutôt au tennis, quoi. J'adore Converse, tu vois, mais la Jack Purcell aujourd'hui, tu la trouves même à 30 balles si tu cherches bien, tu vois, sans forcer, petite neuve, tu vois. Ouais. Mais celle-ci, c'est définitivement celle qui a le mieux fonctionné, on va dire, dans le temps. Après, tu as ce que je dis, les paires, les challengers. On pense à Rod Laver, par exemple, qui a marché aussi à
à un moment, tu vois, où la AirTech Challenge, à laquelle on pose souvent, mais c'est pas... Ça arrive après. Ouais, ça arrive après, mais On va c'est y pas venir. celle réellement, commercialement parlant, j'entends qu'on le plus fonctionné, quoi. Ah, déjà, il y avait de Celle-ci, l'avance, définitivement. Tellement que quand on s'en rappelle tous, quand ils ont arrêté la production, Ouais. tout le monde s'est regardé Ouais. en mode qu'est-ce qu'ils foutent. C'était il n'y a pas si longtemps. Ce qui est rare, je pense, pour un modèle quand il s'arrête, que tout le monde soit un peu en mode vous gourrez, etc. Et d'ailleurs, quand ils les ont lancés, c'était Ça a cartonné. sold out. Ouais. Wow, Très tout le bien monde vu voulait en fin de sa compte. paire de stars. Ouais. Très bon Très bon move marketing. marketing, ouais. Il y avait l'Anastase aussi sur le même principe, un joueur, la tête du joueur sur le Exactement. modèle. Bah, chez Adidas, il y avait Rod Laver, comme tu l'as dit, il y avait Nastase. Après, il y a eu d'autres joueurs sur d'autres marques. Il y a eu Borg chez Diadora. Lendl aussi, chez Adidas. Lendl chez Adidas, mais un peu plus tard. Voilà, McEnroe ça se faisait aussi beaucoup en fait, Ouais. l'endorsement Chez Nike, à l'époque. À quel moment, est-ce que c'est à partir de cette paire-là où la tennis sort du cours et arrive C'est peut-être Dans la vie des gens un tout petit peu plus tard. En gros, la tennis ou la chaussure de sport commence un peu à sortir des terrains de sport dans les années 70, plus avec le running dans un premier temps, et ensuite un peu la tennis un petit peu plus tard. Clairement, ça vient un peu de la vision de Phil Knight, justement, qui s'était dit un jour, je vais faire des baskets avec des coloris différents parce qu'un jour, ça sortira des pistes de sport. parce qu'on l'a pas dit, mais on est sur du blanc là à l'époque. Hein. C'est ça, Toutes les paires sont blanches. C'est aussi, le tennis, c'est quand même un sport assez élitiste Ouais. et qui a un dress code très précis qui est souvent blanc. C'était pantalon blanc, Voilà. polo pour les hommes et Alors, jupe. Voilà. Après, il y a eu des polo pour les évolutions, mais c'est femmes. vrai que par exemple, Wimbledon, qui reste un tournoi Grand Chelem, c'est blanc. Tu Ouais. n'as pas le droit d'aller jouer autrement qu'en blanc à Wimbledon. Après, il y a eu un peu plus de frasques, etc. Mais voilà, le blanc, c'est un peu la la tenue couleur, ouais. typique du tennisman. Et en fait, ce qu'il y a eu beaucoup, c'est que dans les années 70 et 80, le tennis était un sport élitiste, mais c'était le sport qui faisait rêver les gens. Vraiment. Tout le reste, c'était un peu des sports prolo. Le football en France, enfin en Europe, mais aussi le foot, le baseball aux États-Unis, c'était des sports assez prolo en fait. Et le tennis, c'était le sport qui faisait kiffer les gens, qui les faisait rêver. Et donc les gens regardaient les joueurs de tennis. Et c'est pour ça qu'ils ont eu envie de mettre leurs chaussures. C'est ça. Est-ce qu'il y a une paire qui, justement, qui fait basculer le truc? À partir de cette paire-là, les gens commencent à les mettre dans la rue et... La Stan. Donc c'est la Stan, Oui, clairement la Stan, parce que ça a été elle qui était à la dispo depuis plus longtemps, avec laquelle les gens étaient le plus familiers. Et ça, en fait, à partir du moment où les chaussures sont arrivées, enfin les paires de sport sont arrivées dans la rue, la Stan en faisait partie, clairement. Ok. On parle un peu des autres, on a beaucoup parlé d'Adidas, les autres marques. Là, on avance un petit peu dans le temps, du coup. Comment déjà vous définissez une paire de tennis Faite pour jouer au tennis. faite pour jouer au tennis, à la base? Voilà. Ça a bougé après ou pas? C'est plus dans le langage que ça a bougé. Comme tu disais tout à l'heure, on disait va mettre ta paire de tennis pour aller jouer, mais ça pouvait être une paire de baskets, ça pouvait être Ouais. autre chose. Et ça dépendait des coins d'ailleurs. Moi, je sais que je me disais paire de baskets. Même si c'était une Stan, je disais paire de baskets. Donc je pense que c'est une déformation de langage en quelque Oui, sorte. c'est une déformation de langage et puis c'est aussi un changement d'usage. C'est surtout ça, quoi. C'est que aujourd'hui, nous, on pense. Aujourd'hui, les paires sont vraiment dédiées à la performance, alors qu'à l'époque, on faisait une paire et puis tous les sports étaient pratiqués avec. On se demandait pas, ouais, c'est une paire de tennis, c'est une paire d'athlétisme, etc. Donc c'est vraiment pour le coup avec la Stan Smith pour le tennis, qu'on a une paire dédiée au tennis, au même titre qu'avec Jordan par exemple, pour juste que les gens imaginent, on a une paire dédiée au basketball, etc. quoi. Et on va dire que pour le tennis, la Stan Smith, c'est un peu le game changer. En vrai, c'est là où tout se passe. Et après, je pense qu'en termes de changement de nom, tennis, basket, où les tennis arrivent dans la rue, en vrai, ça arrive à peu près au même moment, dans les années 80-90, quand les gens s'approprient un peu le code ou le dress code de la basket. En fait, je peux la porter où je veux, quand je veux. Et que naturellement, le tennis est le sport quand même, l'un des sports les plus regardés dans les années 80-90. On a cité des McEnroe, Lendl, des Chang, etc. C'était les stars de l'époque. Et à l'époque, on s'habillait en regardant les stars de chaque sport, quoi. Donc qu'est-ce qui a fait le succès de la tennis pour vous? C'est les joueurs en fait C'est les joueurs. qui les portaient? C'est les joueurs. Je parle du succès vraiment les populaire joueurs, pour le les coup, joueurs pas- Et le Et l'attrait marketing qu'ils aussi. ont réussi à faire avec. C'est ça. en fait, ouais. Et c'est le sport. Et c'est le sport, C'est le sport oui, qui oui. faisait rêver les gens. Bien sûr. Donc en fait, on a eu une paire de tennis. T'avais quand même, comme on l'a dit, c'est très blanc, c'est souvent assez simple, etc. T'avais encore ce côté élégant en fait dans la rue et les gens, ça leur a plu, c'était plus facile en fait.
plus facile qu'une paire de running, qui avait un côté vraiment très sport pour le coup, avec des coloris plus prononcés, on va dire. Là, c'était facile. On avance un peu du coup, là on est dans les années 80-90, comme on le disait, il y a certains noms de joueurs qui reviennent beaucoup. Michael Chang par exemple. Agassi évidemment, j'allais y venir, mais Lendl, McEnroe un peu avant. McEnroe 86-87. Lendl, on en avait déjà parlé avant, mais... avec Jacques Chassin, qui avait travaillé sur la paire. Ouais, sur la e-comp, enfin sur la torsion comp. Ouais. On vous invite d'ailleurs à aller regarder cet épisode, c'était le dernier épisode de la saison, on avait eu Jacques Chassin, designer, voilà, qui a bossé. Des larmes ont coulé sur le visage de Thomas et de Clément, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Cette émission. Les fans. Et des étoiles qui voulaient. Ces joueurs, là c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des joueurs superstars vraiment. Ouais. Il y avait déjà des joueurs superstars, mais ils étaient stars que pour leur jeu. C'est ça. Non, ouais, je parle de stars populaires vraiment. Après, il y a des gens qui ont apporté autre chose. Typiquement, McEnroe, il a apporté son sale caractère. Ah ouais. Et en fait, c'est devenu un personnalité, au-delà. Qui cassait les raquettes. Au-delà des cours. Au-delà d'un simple joueur de tennis, c'est devenu un caractère. Et c'est ça aussi qui a permis aux gens de s'identifier à lui. Plus tard, un peu plus tard, il y a eu Agassi qui est arrivé avec ses dégaines incroyables, etc. Ouais. Mais c'est devenu des personnages par rapport à ce qu'ils faisaient à côté. Et les marques l'ont senti, ou ont eu de la chance aussi, clairement, de temps en temps. Et ont joué là-dessus. Et leurs chaussures ont eu un succès par rapport à tout ça. Typiquement, McEnroe... la Mac Attack. Il y a eu la Mac Attack avant, donc il avait déjà ses pairs. Mais le gros game changer, c'est la Trainer 1. Ouais. Et pour le coup, c'est... Alors, ça, Nike dit officiellement que c'est un coup de bol, ou que c'est une erreur. Ouais. Moi, je soupçonne Tinker Hatfield d'être d'avoir tissé un autour. bon filou et d'avoir réussi son coup en fait. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il cherchait à proposer un nouveau modèle pour McEnroe. Ils lui ont envoyé une série de paires avec plusieurs choses dedans. Donc en gros, un sac avec plusieurs paires dedans. Il y avait des trucs qui étaient inspirés de la Jordan 2 à l'époque. Une extension un peu de la Jordan 2, de différents modèles. Et soi-disant, la Trainer 1 ne devait pas être dedans. À la base, la Trainer 1 était la première paire qui était pensée pour être cross-training, donc multisport. Donc à la base, on devait pouvoir faire du fitness, aller courir un peu éventuellement, aller jouer au foot américain, aller jouer au basket si on voulait, etc. Mais pas le tennis, c'était pas prévu. McEnroe essaye la paire, il l'aime, je pense que c'est comme Tinker l'espérait, et Tinker lui dit derrière, par contre, surtout ne la mets pas en tournoi. Tu connais un minimum McEnroe, tu sais qu'il va faire l'inverse, forcément. Évidemment, il a fait l'inverse, McEnroe l'a porté en tournoi, parce qu'au-delà de ça, il adorait la paire. C'est-à-dire qu'il avait trouvé exactement les caractéristiques techniques dont il avait besoin. Et derrière, il l'a mise en tournoi et il a gagné. Et voilà, il l'a parce qu'on lui avait dit que c'était pas bon pour la perf justement, soi-disant, et en fait, il l'a prouvé en gagnant, je crois, 2 tournois. C'est ça, et derrière, il gagne 2 tournois avec. Et donc en fait, derrière, elle est partie en production et elle était vendue et ça a été un carton énorme. Ouais. C'est le premier gros carton. C'est l'un des premiers gros cartons sur des nouvelles technologies, sur des nouvelles silhouettes, parce que pour le coup, la silhouette de la Trainer 1, là, j'en ai une au pied. Ça n'a rien à voir avec une paire de tennis habituelle. Avant ça, on était sur des modèles bas. Là, on était bas, là, on passe sur un truc un peu 3/4, on passe avec un renfort sur le côté de la semelle, on part avec des maintiens supérieurs. Ça change tout, en fait. Ouais. Et là, pour le coup, enfin, les joueurs de tennis commencent à se rendre compte que la chaussure est au service de la performance et de leur performance à eux. Et c'est ça qui change beaucoup de choses, en fait. McEnroe, c'est plus les années 80. Et puis c'est 86-87. Voilà, derrière ça, pour la Trainer, en tout cas. Ouais, derrière ça, il y a évidemment donc Chang, on en parlait, Agassi. C'est l'apogée un peu de la tennis à cette époque-là, avec ces joueurs. C'est ce moment-là, c'est le début des années 90 où la tennis va avoir un impact visuel tellement fort que ça va tout changer. Chang avec sa balle de tennis fluo sur sa paire de pump, Court Pump Victory, donc avec du fluo dessus. Derrière, on a Agassi avec la Tech Challenge 2 en full, voilà, haute lava, en full fluo quasiment. Agassi, il apporte un truc aussi, c'est qu'il y a du textile avec. En plus. Mais c'est arrivé après, je crois, d'abord. Je crois que ça a été développé ensuite. Ouais, c'était développé, mais de façon très proche. Ouais. Et à tel point que ce que je disais, c'est qu'il voulait tellement garder son image qu'il a refusé de jouer à Wimbledon parce qu'il ne pouvait pas jouer en color. Donc en gros, il a dit je vais pas à Wimbledon. Et il y a un truc dont on parle moins, c'est aussi le 80-90, c'est la démocratisation de la télé en fait. C'est un truc très bête, mais... en couleur. En couleur. Non mais vraiment, c'est important parce que c'est aussi ça qui sert, enfin, indépendamment du fait que ce soit des joueurs incroyables, tu vois, c'est que les gens ont accès aussi au sport. Enfin, avant, pour aller voir un match de foot, il fallait se rendre dans un stade. Pour aller voir des coureurs d'athlétisme, il fallait se rendre dans un stade aussi, les voir courir sur la piste. Et le tennis, finalement, c'est l'un des premiers sports
et en plus qui est suffisamment mondial. On parle même pas de la NBA qui était diffusée à des horaires, fallait vraiment avoir des magazines ou quoi. Le tennis et le foot, ça a été les premiers sports où vraiment les gens, au sens large, ont pu avoir un accès au sport via la télé. Et quand tu as des personnalités, évidemment, c'est un truc qui se croise, quand tu as des personnalités aussi fortes qui ont un style, ont une personnalité, et en plus il y avait, on a cité des joueurs, mais on n'a pas parlé de Sampras. Mais tu vois, c'est après, ouais. C'est après, tu vois, mais tu vois. Enfin, c'est à l'époque d'Agassi, en fait, Sampras. C'est un peu après, c'est plus tu vois, 90, mais ils sont un peu chevauchés. Ouais. Les sportifs à l'époque avaient une aura telle que forcément, bah, t'as un Nino, tu regardes ton joueur préféré stylé de ouf avec une paire de ouf. Ben, ça parle plus, quoi. Et je pense que le tennis a imprimé plus de ce point de vue-là parce que c'était quand même, c'était à l'époque le sport quasiment le plus regardé, en tout cas regardé par le plus de monde. En France, il y avait, je parle que de la France, il y avait un rendez-vous annuel, c'est Roland-Garros. En réalité, les gens qui regardaient Roland-Garros ne regardaient pas forcément Wimbledon, etc. Parce que c'était pas... Roland-Garros, il y avait vraiment une... C'était événementiel, ouais. Ouais, c'était un événement quoi. Sur 2 semaines, l'après-midi, fin d'année scolaire en plus, donc bon, tu travailles plus trop à l'école, tu regardes les matchs, etc. etc. C'était un truc, et c'est vrai qu'il y a une grande époque, où je sais pas, je me trompe peut-être, mais il y a un peu moins d'intérêt, je trouve, pour ce tournoi. Aujourd'hui non, je pense que c'est pas moins d'intérêt, je pense que c'est juste qu'il est plus installé, tu vois. C'est comme aujourd'hui, je dirais, il y a la Ligue 1, pour schématiser, c'est là, les gens regardent, quand, tu vois. Mais je sais pas s'il y a moins d'intérêt, parce qu'en termes de public, ils reçoivent à peu près le même monde. Sur place, ouais, je parle à la télé, en fait. Non, franchement, il n'y a pas moins de place. Est-ce que les jeunes suivent encore Roland-Garros Non, je pense qu'il faut s'intéresser un peu plus au tennis, effectivement, et qu'avant c'était vraiment plus populaire et parce qu'il y a aussi 2, 3 tennisman chez les hommes qui trustent les performances. T'as Nadal, t'as Djokovic et t'as Federer qui sont depuis 10-15 ans, c'est les mecs qui sont au top, tu sais déjà quasiment qu'ils vont gagner le tournoi. Et puis il y a moins de frasques aussi. C'était vraiment plus des persos. McEnroe, Agassi, c'était des caractères plus que juste des performances. Et aujourd'hui, les mecs sont là, mais il y a pas on retrouve pas ce truc qui permet. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont réussi à remettre le tennis à l'élite, en fait, disons. Donc je pense que c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est marrant que 20 ans après, t'aies pas d'autres gars qui sortent un peu du truc. Agassi, il arrivait, il avait une coupe incroyable, décolorée un peu bleue. Je pense que ça c'est juste, comme tous les sports, je pense que ça c'est juste professionnalisé, quoi. Déjà dans l'ADN du tennis, je pense que tu l'expliquais très bien, c'est un sport élitiste. Donc je pense que les personnalités quelque part qui émergeaient, on parlait de McEnroe, Agassi, en vrai, je pense que si tu desserres et que tu fais un top 100, ils sont peut-être 4-5 à être un peu fous, tu vois. Et ça s'est professionnalisé aussi. Et pareil pour les baskets, de la même manière. Je pense qu'on parle moins de basket, de tennis ou de chaussures de tennis aujourd'hui. Parce que comme pour les autres sports, les chaussures se sont axées sur la performance plus que sur l'esthétique et sur le lifestyle, quoi. Et donc forcément, on va dire que l'intérêt pour, c'est un peu dilué, quoi. Donc l'intérêt pour jouer est évidemment là, mais c'est vrai que la capacité à le passer dans un outfit dans la rue, c'est plus compliqué. Et puis même, regarde, no judgment, hein, mais un Rafael Nadal, tu le vois pas à la Fashion Week, tu vois. Ou un Federer, tu le vois pas à la... Enfin, ils ont même pas d'intérêt eux-mêmes, je pense, particulier pour le lifestyle ou pour le vêtement. Si tu les vois sur des... Égérie, c'est pour une marque de montre de luxe, peut-être pour un costume éventuellement, ou sinon sponsor Nike, ASICS pour certains, tu vois, mais ils ont pas de... Ça sort pas du lot. Voilà, ils n'ont pas de goût et d'attrait eux-mêmes pour le vêtement ou pour l'esthétique ou une esthétique, peu importe laquelle. C'est plus en tant que tel, quoi. Donc forcément. Ça se retrouve un peu plus chez les femmes déjà, je trouve. Les Serena Williams et compagnie qui vont faire des statements. Ou Naomi Osaka. On va y venir. Ou Naomi Osaka. Juste avant, tu as parlé rapidement de Tinker Hatfield. Au-delà de la traîneur, est-ce qu'il a eu beaucoup d'influence sur le tennis? Il a révolutionné la chaussure de tennis. Et comment justement? La traîneur déjà en premier lieu. Derrière, il fait la Tech Challenge pour Agassi avec une bulle d'air apparente qui était inspirée justement des paires de b-ball en fait. C'était venu un peu de la semelle de la Jordan 3. En fait, un vrai carton, il bossait sur les dents. Sûrement dans l'époque, tout le monde voulait ça. Tout le monde voulait cette paire. Non, mais c'était énorme. Derrière, il a continué. Il a fait la Oscillate pour Pete Sampras justement. Derrière, il a continué à bosser avec Federer sur la Zoom Vapor 9, etc. qui aujourd'hui est le best-seller en tennis. Encore aujourd'hui, genre presque 10 ans après la sortie.
À ce jour, c'est la paire de tennis la plus portée par des joueurs professionnels et la plus vendue, en performance pure. Non, on parle de Tinker tout le temps dans le basket, dans le running un petit peu avec toute la série des Air Max, mais en vrai, dans le tennis, il a eu le même impact en fait. Et le mec est trop chaud, quoi. Ouais, vraiment, pour le coup. Parce qu'elle est sortie en 2012. 2012, voilà, la Vapor 9. C'est ouf. Et pareil, quand on disait que je pense que c'est pas un hasard la trainer, il a fait le même coup à Pete Sampras avec la Oscillate. Pour arriver à lui vendre, il a dit viens à la maison, on va faire un petit basket, et c'est une paire de baskets. Il a kiffé, il a dit non en fait c'est une paire de tennis. Donc vas-y prends-la, c'est ta paire, on va jouer maintenant avec. Donc je pense que le coup de la trainer, vraiment dans la légende où on nous dit que c'était une erreur, je suis persuadé que c'était un coup monté de Tinker Hatfield. Ah j'en suis certain. J'en suis certain. Tinker Hatfield est trop bon. Un complotiste de la tennis. Je pense vraiment que Tinker Hatfield est un génie, est un visionnaire et qu'il était prêt à beaucoup de choses pour défendre sa vision. Il a eu raison. Bon, on l'a bien compris, depuis cette fin des années 90, 2000, il y a un déclin, un manque d'intérêt pour la tennis. Aujourd'hui, justement, on va en venir aux personnalités du moment, les Federer, les Serena Williams, Venus Williams, c'est les nouveaux influenceurs. S'il fallait en choisir, ce serait eux, quoi. En fait, je pense que c'est juste qu'on a changé de moment. Quand dans les années 80-90, on avait besoin d'une personnalité pour truster une paire, d'une personnalité forte, je veux dire, pour changer une paire, aujourd'hui, en termes de marketing, ils cherchent plus forcément de stars pour vendre une paire. Ils cherchent plus des personnalités au sens large, qui ont des projets, qui ont des visions, qui ont une vision sociétale aussi, tu vois, et ils associent un peu après la paire à la personnalité pour créer quelque chose. Ça peut être un designer, ça peut être un architecte, ça peut être un musicien, ça peut être quelqu'un de très engagé. Ouais, mais mec, Serena Williams, elle a commencé quand ? Ouais, finalement. C'est ça en fait. Mais après, Serena Williams, elle a commencé quand ? Et la dernière personnalité, chez les femmes j'entends, et la dernière personnalité qui a un peu fait bouger les lignes, c'est Naomi Osaka, parce qu'elle a un parcours très particulier. Elle est métissée, Japon-Amérique, et Haïti du côté de son père. Et elle, pour le coup, elle a un goût aussi pour le vêtement, tu vois. Et finalement, c'est très récent. Ça fait 2-3 ans. Oui, mais si je te demande de citer la numéro 1 mondiale dans le tournoi ATP, chez les femmes, c'est pas Naomi Osaka. Donc, mais ils ont réussi en fait à associer du coup Serena Williams. Bon, ce qui est cool, c'est qu'elle dure dans le temps déjà, et qu'à chaque fois, ça a été associé à un combat actuel entre guillemets. Tu vois, la place des femmes dans le sport, la place des femmes même tout court dans le monde en fait, et des femmes noires aussi. Voilà, des femmes noires bien sûr, bien évidemment. Mais c'est vrai que non, je parlerai pas. Effectivement, on peut parler d'influenceurs plus pour une idée de lifestyle ou de se dire voilà, des gens qui ont envie de faire un parcours atypique. C'est des personnes inspirantes, voilà, je pense plus. Plutôt que de se dire pour parler de style, à proprement parler, je pense pas. Je pense pas que c'est quelque chose qui a un impact aussi fort, effectivement, que moi je reprends Agassi parce que vraiment c'était quelque chose qui avait jamais été vu auparavant, et le gars, chaque apparition qu'il faisait, vraiment c'était un défilé quoi. Il y a plus eu après lui, non? Non, mais parce que, encore une fois, ça s'est lissé. Après, t'as des caractères un peu particuliers. T'as l'Australien, là, Kyrgios ou... Ouais, c'est Kyrgios. Qui a un caractère, qui fait quelque chose dans son jeu, qui est un peu foufou, qui détonne un petit peu. Et de la même manière, je pense. Dans son apparence, ça se ressent. Et de la même manière où je pense que, quand bien même, je pense les joueurs auraient une personnalité qui émergerait, ils sont moins dans un truc d'impact sociétal que de je me concentre sur mon jeu, etc. Si ça avait été un joueur de foot, par exemple, je pense que ça aurait eu quelque chose, une autre dimension. En fait, tu vois, c'est vraiment une question de démarche. Typiquement, on va prendre un joueur qu'on connaît tous et qu'on aime tous bien, c'est Kylian Mbappé. Il est très jeune, tu vois, stylistiquement, bon, c'est ce que c'est, tu vois, mais en termes d'engagement, il est déjà un peu plus engagé, il fait des trucs pour la ville de Bondy, etc. Et donc forcément, quand il crée une paire, entre guillemets, peu importe la paire ou peu importe l'appareil, ça a un impact qui est déjà qui résonne beaucoup plus auprès de ceux qui le suivent, des fans de foot, des gens qui sont qui suivent vraiment le foot de loin, et des gens de Bondy, etc. Parce qu'il est déjà un peu plus engagé sociétalement parlant, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que, c'est pas une critique, c'est juste le temps qui est comme ça, je pense que les sportifs, et encore plus dans le tennis,
ils sont pas particulièrement engagés sociétalement parlant. Et puis il n'y a pas d'histoire. Les joueurs de tennis aujourd'hui, hormis justement par exemple les sœurs Williams et compagnie, on ne connaît pas leur background, ou c'est pas un truc justement auquel on peut s'identifier en fait en tant que personne lambda. Il y a aussi ça qui joue, je pense. Ouais. Et je pense que même aujourd'hui, tu veux faire du tennis, c'est quand même un investissement, quoi. Ouais, bien sûr. Ça reste un investissement. Et donc, tu parlais à l'époque aussi. Oui, mais on va dire qu'à l'époque, on rêvait plus. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a le truc de... on reste quand même attaché au sport populaire. C'est pas pour rien on parle de foot, de basket, on parle de sport populaire, mais parce que c'est des sports où les gens, en fait, t'as une paire de baskets, tu sors, tu peux aller jouer, quoi. T'as juste besoin d'acheter un ballon, à la limite, et tu peux aller jouer, tu vois. Et il y a eu moins ce truc-là avec le tennis, ils ont moins le lien, on va dire, avec la population, dans le sens le plus noble du terme, c'est moins aussi fait de ce point de vue-là, tu vois. Donc forcément, l'intérêt, il est beaucoup moins marqué pour ce sport que pour un sport comme la NBA ou le football, pour prendre des sports qui sont très très connus et très très suivis. Si on revient un petit peu en arrière, là, quelle collab tennis vous a marqué? Franchement, moi je reste sur la Agassi vraiment, c'est la haute, la Val, la 2 là, c'est je trouve que Agassi. Ouais non parce que franchement elle est incroyable même dans les détails, les éclaboussures qui rappellent sa force de frappe et la terre battue, etc. Enfin, je sais pas, je la trouve trop belle cette paire, et c'est vrai que même chez les gens qui comme moi se fichent un peu du tennis, il y a toujours ce truc là où quand on la voit on se dit oh putain elle a de la gueule quand même, tu vois. Et parce qu'elle est aussi associée à Agassi qui est un vrai perso. Ouais. Clems. Moi j'adore toute la gamme Tech Challenge, pas que la 2, 4, etc. Enfin j'aime vraiment beaucoup. Après quand tu parles de collab, c'est vrai que bizarrement sur le tennis il y en a eu très peu. Alors il y a eu des pro modèles, mais il y a eu très peu de collab. Mais c'est vrai que ce qu'avait fait justement Tim Cardfield avec Federer en mixant la Zoom Vapor 9 avec la Jordan 3 il y a quelques années, c'était aussi une façon d'essayer de mettre la lumière, je pense, sur l'environnement sneaker, justement, sur les paires de tennis. Je suis pas sûr que ça a été un grand succès. Sur ce coloris-là, oui, mais après, les gens n'ont pas plus regardé que ça. Mais il y avait une démarche qui était intéressante, un truc croisé entre des grands sportifs qui ont travaillé avec un même designer. Je trouvais ça intéressant. Et moi, je vais être très ennuyeux parce que pour moi, je trouve que là où ils ont été forts, en revanche, dans le tennis, c'est que pour imposer les paires casual, pour moi, c'est là que tu vas regarder. Quand tu veux une paire casual, que ce soit, on a parlé de la Stan Smith, moi je suis très Jack Purcell. Club C. Je suis très Club C aussi, tu vois. Et je trouve que pour le coup, toutes les paires qui sont casual aujourd'hui, c'est des paires qui viennent du tennis, pour le coup à l'origine. Après, tu as des paires rétro, la Rod Laver, je pense à celle-ci, tu vois, qui font vraiment et qui sonnent vraiment rétro. Et pour le coup, les plus belles rétro, je trouve qu'elles sont à chercher du côté du tennis. Et les paires casual, c'est les tennis qui les a imposées. Hein. Après, il y en a une que j'attends depuis des années. Mais vraiment, c'est la Nastase. Ressentez-nous une Nastase, s'il vous plaît. Mais là, il nous écoute, hein, tu sais. C'est pour ça que je ne pas. Dans 3-4 mois, c'est bon. Hein. Écoute, ça fait. C'est quand même Monsieur Clems qui demande. Donc Ouais, mais ça fait déjà quasiment 10 ans que je la réclame à Adidas, qu'ils l'ont déjà proposé au moins 2 fois en collection et qu'elle a chaque fois été droppée. Pourquoi? J'arrive pas à savoir. Alors, au-delà que. Ils ont peur que ça fonctionne pas et que ça parle pas. Une Nasta, je suis sûr que c'est un carton. Si une Club C, une Stan Smith peuvent être un carton, ou même ils tentent de vendre de la Rod Laver, alors que pour le coup, je pense que ça parle à beaucoup moins de monde. Une Nastase, la coloris originale, blanc-bleu. Écoutez-le. Faites plaisir, quoi. Moi, si c'est pas pour vous, faites-le pour vous. Il consomme en plus. Il consomme. Il est influent. Hein. Attention. On n'a pas parlé de Roger Federer qui a investi chez On Running. Ouais. Chez On Running, ouais, il est entré dans le capital de On Running, je crois, en 2019 de mémoire. Et là, c'est très après, c'est qui est une marque suisse. Voilà, c'est qui est une marque suisse. Après, on est moins sur le tennis, pour le coup. On est plus sur une paire de running, hein, clairement. Et après, pareil, il investit dans une marque qui existe déjà. Et ce qui a de cool, en revanche, c'est que la marque, elle prépare son entrée en bourse, là, récemment, enfin prochainement. Et donc là, on va parler d'une marque qui va peser des milliards de dollars. Et il a été un des premiers à avoir investi là-dedans, quoi. Mais pareil, tu vois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Pour le coup, c'est un Roger Federer investisseur, mais pas forcément un Roger Federer qui drive un truc, lance un mouvement. Il est aussi ambassadeur, mais encore une fois, il est sur une marque qui n'est pas simple, sur un univers qui n'est pas simple. On va se dire les choses comme elles sont. Qui va regarder, qui va s'habiller comme Roger Federer?
qui va s'habiller comme Rafael Suisses. Nadal? Ouais, après, Tu vois tu vas Non, mais je veux dire, du je merch. te parle juste en termes Ouais, de, bien sûr, ouais. en termes de ça. Mais même ceux qui jouent au tennis. J'ai même pas l'impression Pas que. notre génération en tout cas. J'ai même pas l'impression Enfin, pas la que. J'ai même pas l'impression qu'ils vont regarder ces mecs-là pour s'habiller comme eux, tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir des trucs de merch. Genre, typiquement, tu vois quand même. Un polo avec écrit RF. Nike, RF. Si, quand même. Par exemple, je trouve que l'idée de la collab Wilson et Kiss, c'est très bien. Parce que les pièces sont incroyables. Même moi, qui ne suis absolument pas sportive, je sais que je vais aller cliquer un cardigan, une robe, l'ensemble avec le short et tout. Comme ça. Je dirais que pour moi, la seule porte de sortie, c'est même pas une porte de sortie, parce qu'ils sont déjà là finalement, pour qu'il y ait un véritable intérêt pour une paire de tennis nouvelle ou pas, peu importe, c'est effectivement la collaboration, tu vois. Ouais. Avec une marque, de ouf, avec un shop de ouf, etc. Typiquement, Lacoste, qui est quand même très associé au tennis, je trouve qu'ils sont très bons, ils ont été très bons pour sortir l'image du tennis du côté un peu guindé et élitiste et de se rapprocher, de draguer un peu presque trop fortement. Ouais, parce que c'est pas très bien vu le non plus, côté en fin du hip-hop, du streetwear. Surtout qu'à un moment, ils n'ont pas eu le choix. Oui, aussi. Pendant très longtemps, pendant très longtemps, ils n'ont pas voulu regarder. Mais dans l'absolu, ça reste un bon move. Je trouve que pour moi, c'est le seul move qui peut permettre à certains modèles tennis de sortir un peu de leur zone de confort. Justement, et on terminera là-dessus. Le fait qu'il y ait cette collab Kiss, Wilson, etc., est-ce que pour vous, ça annonce un retour de la tennis sur le devant du marché et un intérêt pour les gens, ou c'est juste, voilà, c'est un petit move comme ça, et puis on n'y est pas, quoi? Comme dit Camille, c'est un one-shot. En fait, là, l'intérêt, il est sur la collection, il n'est pas sur le sport en soi. Il est vraiment sur la collection, parce que la collection est hyper puissante. Mais comme l'a dit Segoski tout à l'heure, la plupart des paires casual que tu vas trouver aujourd'hui, ça vient du tennis. Donc en fait, ça n'est jamais réellement parti. En revanche, quand une Tech Challenge 2 ressort, ça parle à quelques aficionados, mais globalement, c'est pas un gros succès commercial. C'est même souvent plus près du flop que d'autres choses. Donc non, il y aura pas, le tennis d'un seul coup, on va pas se mettre à regarder Roland Garros tous demain, ça c'est sûr que non. Il n'y aura pas plus de nouvelles paires. Et puis en plus, les paires de performance d'aujourd'hui n'ont rien à faire dans la rue, quoi. Ouais. Personne n'a envie d'aller les mettre dans la rue et ce sera pas le cas. Donc non, je pense que voilà, comme tu disais, on va piocher dans les archives pour le casual, on va piocher dans l'univers pour se faire une petite collection et porter quelques pièces qui vont nous faire plaisir, mais sur un instant T. Et voilà, quoi, il n'y aura pas de retour. Il ne peut pas y avoir de nouveaux Agassi. Bah voilà, sauf surprise, s'il y a une personnalité qui sort du lot. Est-ce que ça peut changer le game? Le fait de, je sais pas, sur 4-5 ans, d'avoir 3-4 fortes personnalités comme ça, et qui arrivent vraiment avec un truc... Peut-être, mais ça c'est presque, je dirais que c'est même presque... C'est une expérience presque marketing, quoi. Parce que dans l'absolu, moi, je pense que même pour élargir et pour aller beaucoup plus loin, je pense que le constat d'un After Lambda, il n'en a rien à faire qu'une paire, ça vient du tennis, du basket, du football, ou tu vois. C'est si la paire, elle est cool, si elle lui parle, si elle a un bon coloris, tu vois, ça cartonne de ouf. Travis Scott, quand il a débarqué, je parle en France, hein, je parle pas aux États-Unis, il était pas particulier, il était connu des mecs qui aimaient le rap, tu vois, mais il était pas connu particulièrement, tu vois, mais il a fait des paires de ouf, les gens font wow, c'est qui ce gars? Ah putain, c'est Travis Scott, ah, il fait des sons de ouf, et voilà, ça a eu le succès qu'on connaît maintenant. Je pense que les gens, même dans l'absolu, je pense qu'ils sont plus intéressés par un nouveau modèle, un nouveau coloris, un truc, et après que ce soit du tennis, que ce soit du basket, que ce soit du foot, que ce soit du rugby, tout ce que tu veux. Si après pour vendre effectivement le côté un peu plus populaire qu'il pouvait y avoir dans les années 80-90 avec une personnalité qui sort du lot et qui s'associe peut-être à une marque et nous sort quelque chose qui n'a pas forcément été vu dans le tennis auparavant. Maintenant, c'est engagé. Ça, c'est la suprême. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut trouver la personne. En fait, si ça arrive, pour moi, ce sera juste de l'influence. C'est-à-dire que ce sera... Regarde typiquement Serena Williams, quand l'influence qu'elle a, c'est pas pour vendre ses pro-modèles. C'est pour vendre des collabs avec Off-White, c'est pour vendre des trucs comme ça, c'est pas ce qu'elle porte pour jouer en fait. Ouais. Elle a une influence auprès de Nike pour vendre des produits lifestyle, pas pour vendre des produits tennis en fait. Donc si ça arrive, si un tennisman vient prendre du poids et parle aux gens, il vendra des produits de son équipementier, mais il vendra pas ses produits de tennis, ça c'est sûr et certain. Pas comme avant du coup. Non. Ouais. C'est terminé les gars. Bon, on terminera là-dessus en tout cas. Merci les amis. Nouveau dossier, c'était le premier dossier de la saison. Si vous avez des idées de dossiers comme d'habitude, vous les mettez en commentaire. Lâchez votre petite like. Ouais.
c'est parce que je suis américain. Lâchez votre like, lâchez votre commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-nous ce que vous pensez de l'émission. La semaine prochaine, il y aura le retour de Mylène quand même. Ah ouais? Ouais, on l'a reconvoqué. Autorisé? On l'a reconvoqué, ça te gêne pas? Non, faut bien laisser On l'a sa place. reconvoqué. Bon, tu reviendras. T'inquiète pas. Le retour du fabuleux aussi. Ouh. Thomas Giorgetti, il sera là. Parce que je sais que Ça dans les va commentaires, mais où est Thomas? Où est Thomas? Il arrive, arrêtez de c'est chialer. bon. Il arrive. Il arrive. Bon, bisous tout le monde en tout cas, à la semaine prochaine. Ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.